Vous avez une question? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Ah, commence fort. Être écrivain, c'est une névrose. C'est-à-dire ne pas pouvoir vivre sans exprimer sa vision des choses envers et contre tous. Alors, on peut l'avoir très jeune, on peut l'avoir plus tard, elle peut être bloquée par toutes sortes de choses, par la vie, des circonstances, des gens, mais à un moment, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, qui devient nécessaire, et vous vous êtes rendu compte, je pense pour beaucoup d'écrivains, pas tous, que il n'y a presque rien d'autre qui vaut la peine que ça. Donc on écrit parce qu'on doit écrire. C'est quelque chose comme ça. Donc on est poussé, on y est amené par son être, par les difficultés, les frustrations qu'on a connues, peu importe, les conflits, les bonheurs, enfin tout ce qui s'est amalgamé en vous. Et à un moment, alors ça sort sous l'écriture, il y en a d'autres qui deviennent cinéastes, c'est le process de l'artiste, hein, qui ne peut pas vivre tout à fait normalement comme tout le monde, et qui doit, c'est très prétentieux, mais qui doit essayer d'imposer ou de proposer sa vision aux autres. Il faut qu'il ait une vision, bon, déjà. Mais c'est ça, hein, c'est du domaine vraiment de... Ah, c'est du domaine de la névrose. Il faut dire les choses comme elles sont. Puisque vous êtes parti sur en gros le métier d'écrivain, est-ce que vous voulez poser les autres questions qui sont en rapport avec ce même thème, qu'on ne part pas trop dans tous les sens? Oui. Le parcours de publication a-t-il été dur? J'ai pas entendu. Le parcours pour publier votre livre a-t-il été dur? Alors il a été... il était difficile, mais avec le recul, les gens me disent que non, au contraire, il était très rapide. Vous écrivez un livre, ça devient un manuscrit. Ce manuscrit, le parcours classique, c'est de l'envoyer par la poste. Parce que il en arrive, je ne sais plus combien, des centaines par jour, dans les éditions parisiennes en tous les cas. Mais il est forcément, sinon lu, au moins parcouru. Donc vous savez qui va être pris en considération peut-être 2 minutes seulement, mais qui va quand même être parcouru. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça décroche. Il y en a qui mettent quelques mois, très rares. Il y en a qui mettent 10 ans. C'est arrivé, quelqu'un comme, qui pour moi, qui n'est pas ma tasse de thé, mais qui est très apprécié, Philippe Delerme, il a mis 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans. Moi, ça a mis 1 an et demi. Et ça a fait à peu près 22, 23 éditeurs, avec la particularité que, vous savez, quand un manuscrit est reçu, il y a 2 solutions. Ou ils font une lettre type. Une lettre type, ça veut dire, ça ne nous intéresse pas, mais ils sont très polis dans la littérature. Ils ne vont pas dire ça ne nous intéresse pas, ils vont dire ça ne correspond pas à nos collections, chose comme ça. Mais on comprend que ça veut dire au revoir, on ne veut pas de vous. Et puis l'autre solution, ils se sont penchés sur votre livre, ils ont capté quelque chose, et là, ils vous envoient une véritable fiche de lecture. Ça veut dire, on aurait pu le publier parce qu'on a vu telle et telle chose, mais non. C'est non quand même. Alors, il y a eu, dans ce parcours que j'évoque, il y a eu, sur les 22, il y a une dizaine de fiches de lecture. Donc, ça voulait dire quand même que le livre intéressait. Et c'était assez pénible, parce que c'était non, mais c'était presque oui. Et puis, un jour, c'est comme dans les films un peu, il y a le téléphone qui sonne. Et il y a quelqu'un qui dit, voilà, j'ai aimé votre roman, je vais vous voir tout de suite. 3 jours après, vous êtes dans son bureau, vous parlez avec 1 heure et demie, vous signez le contrat, repartez avec un chèque d'avaloir, c'est-à-dire qu'on vous paye les 3000 premiers exemplaires, et on fabrique le livre, et tout d'un coup, ça va à une accélération folle. Donc il y a une part d'acharnement, de chance un peu, forcément. Parce qu'il faut, dans cette masse énorme des lecteurs et éditeurs parisiens et français, que quelqu'un ait un coup de cœur sur le livre. On est bien
d'accord, je parle de littérature, hein, parce que c'est tout à fait différent. Je ne sais pas moi, si vous vous appelez, je sais pas, Bouygues, vous écrivez un livre, vous n'avez pas besoin de... Ça va direct. Si vous êtes... dernièrement, je rencontrais Daniela Lombroso qui vient d'écrire un livre sur Dolto, et elle m'a dit qu'elle était à un dîner, elle a dit à un de ses voisins, j'ai envie d'écrire un livre sur Dolto, la psychanalyste que j'ai connue petite. On lui a dit, mais il n'y a pas de problème, tu l'apportes, puis c'est édité. Donc les gens qui ont un nom, aucun souci. Même si ça vaut rien, il n'y a aucun souci. Une fois, j'ai eu une réflexion qui était, votre livre est excellent, ah, si vous aviez été connu, on l'éditait. Alors vous imaginez les états d'âme que vous subissez dans ça. Bref, moi ça m'a pris 1 an et demi, et je dois m'estimer heureux quelque part, parce que j'ai encore des amis qui écrivent, ça fait 4-5 ans, et c'est toujours pas pris. On vous prend aussi parce qu'on sent que derrière, il y a d'autres livres. C'est-à-dire, ils ne vont pas prendre quelqu'un qui a fait un livre par hasard, qui peut être très bien. Ils veulent investir à long terme, si j'ose dire. Ils veulent quelqu'un qui a une œuvre à faire. Alors pour ça, ils vous questionnent, ils veulent sentir les choses, est-ce que vous avez des projets, etc. Mais ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est qu'il y a ce système de fiches de lecture, lettres type, et quand la chose se passe, c'est un coup de fil, toujours. C'est toujours le téléphone. Ça veut dire que quand chaque matin je descendais et je regardais ma boîte aux lettres, quand je voyais qu'il y avait une lettre avec une en-tête d'édition, ça voulait forcément dire... Un, deux qui suivent là. Ça voulait forcément dire quoi? Non. Non, forcément non. La réponse oui, téléphone. Voilà pour l'anecdote. Il y a une question qui devrait vous venir tout de suite à l'esprit, après cette longue réponse. Une des raisons pour lesquelles on va vous répondre oui, c'est parce qu'on sent, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Sasson, qu'il y a autre chose derrière. Alors, quelle est la question que vous devriez poser normalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À ce livre-là, vous allez en écrire d'autres? Alors oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, si vous aimez mieux, c'est le tome 1 d'une trilogie. Je suis en train d'écrire le tome 2. Et puis dans 1 an et demi, j'écrirai le tome 3. Trilogie 3. Le héros ici, vous savez, il a 11 ans. Il va avoir jusqu'à 40 ans. Donc il va traverser une partie des années 80, 90, 2000. Le but étant, avec l'éditrice, si ça marche bien, de ressortir les 3 dans le livre de poche. À ce moment-là, il va avoir accès à un public énorme, très très large. Donc j'ai cette trilogie et j'ai aussi d'autres livres, très névrosés. J'ai aussi d'autres livres en tête. Ouais. Ça veut dire que concrètement, je ne me trouve jamais devant une page blanche à me dire qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. D'abord, c'est quelque chose de très désagréable. Si j'ai pas l'inspiration, je n'écris pas. Et si je l'ai, n'importe comment, j'en ai pour des années d'écriture. Donc j'ai accumulé des choses. J'ai accumulé beaucoup d'expériences, j'ai accumulé des observations et aussi, on en parlera peut-être, de l'imagination, puisque on va inévitablement me demander, comme partout, est-ce que c'est autobiographique? Alors je vais répondre à votre question. C'est en partie seulement autobiographique. On part, comme beaucoup d'écrivains, on part de son vécu, et après on imagine des choses. On crée des personnages, et on fait du vrai avec du faux. Et souvent, plus c'est faux, plus c'est vrai. Donc il y a des choses vécues, et il y en a d'autres complètement imaginées. Si le prof a le droit de poser une question, c'est bizarre comme formulation, on fait du vrai avec du faux. Si on est parti d'une expérience vécue et qu'on fait du roman, on pourrait imaginer qu'on dise on fait du faux avec du vrai. Bah, c'est-à-dire que si on part du vécu, ça veut dire qu'on part du réel. Si on retranscrit le réel tel qu'il est, rien ne dit que ça va paraître vrai. Ça va dépendre de la manière dont on va le faire. Il y a des choses tellement absurdes dans la vie qu'on est obligé de les raconter d'une certaine manière pour qu'on les croie, pour que ça devienne vraisemblable. Plus c'est faux, plus c'est vrai, ça veut dire que ce qui compte dans un roman, c'est la sensation de vérité qu'on reçoit. D'accord ?
Cette sensation de vérité, vous ne savez pas, mais l'écrivain le sait, elle vous est aussi donnée par des choses complètement inventées, de toutes pièces. Donc qui sont en termes de réel, fausses, qui n'existent pas, qui n'ont pas existé, mais qui à vous, et c'est le but, vous paraissent d'une vérité éclaboussante. Vous savez, quand le lecteur dit « Ah oui, c'est tout à fait ça ». Et là, moi, quand j'entends ça, je suis très content parce que ça n'a jamais existé, je l'ai inventé. Et lui, il dit « C'est ça, la vie, c'est ça, c'est tout à fait ça ». Ça aussi, c'est le charme de ce travail artistique, d'embarquer les gens dans des choses qui sont imaginaires et pour les toucher, pour les rendre sensibles, alors que ces choses-là sont en grande partie inventées. Faire une chose très générale, on peut dire que l'art, c'est un magnifique bluff. C'est un gigantesque bluff qui est fait pour toucher au cœur. Si vous allez au musée Rodin, vous allez voir des statues qui n'ont rien à voir avec la réalité, puisque c'est du marbre, c'est du bronze. Vous allez vous prendre une sensation, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, une sensation de vie et de vérité comme rarement. Et pareil pour certaines expositions de peinture. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la manipulation de matériaux, comme moi je manipule des mots. Ce qui compte, c'est que vous, lecteurs, vous le preniez plein coffre comme quelque chose de sensible, de vrai, qui vous touche, vous fait plaisir, qui vous fait réfléchir, qui vous renvoie à des choses, etc., etc. Donc, ce qui compte, c'est la sensation. Un film ou un livre ou une œuvre donne une sensation de vie. Avec quoi elle est faite? Peu importe, tous les moyens sont bons. Si elle est faite avec du faux, ça fait. Alors on peut arriver comme ça directement à la question suivante que vous êtes en train de me poser. Qu'est-ce que c'est que l'autofiction, dont on parle beaucoup? Ça veut dire, est-ce que l'autofiction, c'est... Vous avez entendu ça dans la presse ou à la télé, ou vos professeurs vous en ont peut-être parlé, par rapport au roman. L'autofiction, ça va au-delà de tout ça, c'est-à-dire que c'est un genre littéraire où là, on met le moins d'imagination possible. Hein, c'est-à-dire, c'est un jeté de mots, des impulsions, comme ça, très, très ancré dans le réel. C'est un peu comment on dit, de la télé-réalité, mais par l'écriture. Bon, c'est un petit peu à la mode. C'est de l'ego, c'est beaucoup d'ego. Donc ça veut dire, bah voilà, si je faisais de l'autofiction là, je dirais, voilà, je suis à une table, il y a des élèves qui m'écoutent, je vais prendre la bouteille d'eau d'Évian parce que je commence à avoir soif. Là, je fais un roman en ce moment d'autofiction. Voilà. Je rebouche la bouteille, je la repose, je bois un peu, ils sont très gentils, ils me regardent, ils disent rien. Je repose mon verre, à ce moment-là, je me rends compte que dehors, il fait soleil, et que tiens, j'ai ma note de gaz aujourd'hui, faut pas que j'oublie ce soir. Là, ce que j'ai fait, c'est de l'autofiction. Il y a des gens qui écrivent ça. Bon, moi, de ça, je peux faire quelque chose, mais complètement transformé, grossi, découpé, avec plein de notations, où j'inventerai des choses, où les choses auraient un sens. Je ne m'occupe pas de la réalité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de cette réalité toute simple, peut-être de bouteille d'eau, de verre, de faire quelque chose de poétique, d'imaginatif, d'onirique. Je vous dis ça parce que c'est souvent une question qui reviendra probablement dans mon parcours de lettres. L'autofiction, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui se vend bien parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus la démarche artistique, mais qu'on leur parle directement. En fait, c'est sûrement moins simple que ça. Il y a de l'autofiction qui est aussi très, très travaillée, très fabriquée. Bon, voilà, c'est cette sensation. Si je bois une bouteille d'eau, je dis que je bois une bouteille d'eau.
Et je note, point noté. Alors que le roman va chercher tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'autofiction, c'est tellement autobiographique qu'il n'y a même plus de distance. Oui. Est-ce que c'était bon en français? Ah, bonne question. Enfin, bonne question. Oui. Bon, c'est un peu personnel, mais enfin bon. J'étais un élève assez moyen dans l'ensemble. Là où je marchais le mieux, c'était effectivement français et l'histoire. Mais ce que j'avais, ce qu'on avait beaucoup dans ma génération, c'est un goût de la lecture. Vous allez me dire, on avait que ça à faire. On ne regardait pas la télé quand on voulait, puis il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant. Et donc on lisait, je sais pas, moi j'ai lu Dostoïevski à 13 ans, j'ai lu Tolstoï à 14 ans, des choses qui, je sais pas où vous en êtes, hein, vous, mais je sais pas ce que vous lisez vraiment. Si vous lisez des pavés comme ça de littérature russe ou des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était notre évasion, elle était là. Donc quand on aimait ça, qu'on en avait envie, c'était une espèce de fuite de la réalité. On lisait, on lisait, on lisait, on lisait. Beaucoup. Donc le fait d'aimer le français, d'être pas trop mauvais, d'engranger énormément de littérature, ensuite d'avoir cette fameuse névrose que j'évoquais, fait qu'au bout du compte, à un moment, peut-être un jour, voilà, quelqu'un se révèle écrivain. À un moment, oui, ça a failli, et puis heureusement non. C'est-à-dire que bon, ça amène une autre question que vous ne m'avez pas posée, mais qui doit être peut-être dans les têtes. Mais est-ce qu'on vit de son métier d'écrivain? Alors je vous rassure tout de suite, non. 5% peut-être, même pas. 3% des écrivains en vivent. Donc il faut faire autre chose à côté. Ça veut dire que 97% des écrivains ont un autre métier. Moi, mon autre métier, c'est de réaliser des films dits d'entreprise, de publicité, de communication, vous voyez, genre de films à sécurité routière, par exemple, des choses comme ça. Donc, avec ça, je gagne ma vie, avec des hauts et des bas. Et, mais bon, l'un dans l'autre, j'arrive à trouver des temps, parce que le chômage, par exemple, ça c'est très facile pour écrire. Donc, quand il y a des périodes de chômage, c'est-à-dire très souvent, voilà, je peux écrire. Alors, pour revenir à la question, effectivement, jeune, j'avais un rêve. Je voulais donc faire du long métrage. Et sans entrer dans le détail, j'y suis presque arrivé, sauf que ça a été tellement difficile, parce que la difficulté pour un long métrage, c'est pas de dire moteur. La difficulté, c'est de trouver les milliards qu'il faut pour le réaliser. Trouver l'argent. Et ça m'avait pris, je sais plus combien, 3 ans, des années. Et quand enfin on est arrivé presque au tournage, j'étais tellement écœuré que j'ai dit stop, j'ai tout envoyé. Je me suis rendu compte que c'était trop d'énergie, trop de compromission, trop de galères pour arriver à ça. Donc je me suis dit, on peut très bien vivre sans faire un long métrage. Et ça m'a jamais manqué, surtout depuis que j'ai écrit. Voilà, vraiment. Donc voilà, ça pouvait être une autre voie éventuelle. Oui. Avez-vous une source d'inspiration particulière? Je pars toujours de... Quoique non. Enfin, pour la trilogie, là, je pars de ce personnage d'enfant, Benjamin. Lui, il est ma source d'inspiration. Sinon, particulière... Non, non. Je note les choses sans arrêt. Je laisse faire les choses. De source particulière, non.
pas spécialement. Quelque chose qui ferait que toute mon inspiration vient de là. Non, c'est plus vague que ça. C'est une sensibilité qui reçoit des choses et qui, avec ça, veut refabriquer pour que ça devienne des romans. Ça peut venir de partout. Vous aviez écrit dans le seul but de publier un livre ou vous aviez des choses à raconter, à faire connaître? Ah non, quand j'ai écrit, je voulais absolument que ce soit un livre. Hein, oui. Et au début, je me suis dit, je vais faire des nouvelles. Donc une nouvelle, ça peut faire 3, 10, 15 pages. Une histoire courte, avec une chute. Puis la nouvelle est devenue 50 pages, grosse nouvelle. Les 50 pages sont devenues 280. On se retrouvait en face d'un roman. Mais le but, c'était, oui, c'était pas seulement de prendre du papier et d'écrire pour se faire du bien. C'était pas une démarche thérapeutique pour soigner la fameuse névrose. Non, c'était une démarche artistique, créer un texte en espérant que ce texte touchera des gens. Oui. Et est-ce que vous pensez que ça a marché? Ah. Ça touche les gens? Alors, les chiffres sont les suivants, enfin les derniers que j'ai en tout cas. Il faut savoir qu'un premier roman, en moyenne, attention, je ne parle pas de romans qui, pour une raison ou une autre, cassent la baraque tout d'un coup, arrivent dans les médias et bousculent tout. De tous les premiers romans qui sortent, la moyenne c'est à peu près 450-500 exemplaires. Celui-là, parce qu'aussi il y a une grosse boîte derrière qui distribue très bien et qui a eu des bonnes critiques, on en est aujourd'hui à 3000. Donc c'est honorable. Dire que ça marche pas mal. Mais évidemment, il reste dans le catalogue, il va être proposé toujours. Donc on verra après ce qu'il devient. La sortie du deuxième va peut-être le rebooster, hein, lui donner aussi un autre coup d'envoi. Donc on peut dire, l'éditrice est contente en tous les cas. Pour elle, ça marche. Oui. Pourquoi avoir choisi ce titre? Eh bien, je ne sais pas. Comment on trouve un titre en ne le cherchant pas? C'est-à-dire, là je suis en train par exemple de me demander quel sera le titre du second volume, du tome 2. Donc je vois des mots, je pense à ces mots, à leur sens, et je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire. Et à un moment il va arriver. Alors il faut être patient, hein, parce que celui-là, il a mis 1 an à venir. Alors j'en ai des titres, c'est facile à fabriquer des titres, mais je cherche toujours un titre qui intrigue, qui soit la réunion de 2 ou 3 choses qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble et qui crée une sensation un peu poétique. C'est vrai que les dimanches de verre, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais c'est peut-être à moi de vous poser la question, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Cette association de mots, les dimanches de verre. Oui, fragilité, ouais. Fragilité, ouais. C'est ça, le sens derrière, c'est ça. Mais c'est mieux, au lieu de mettre des jours fragiles ou des dimanches fragiles, des dimanches de verre, on fait participer le lecteur qui se pose la question, mais il sent qu'il aime bien et pourquoi. On a fait plein de réflexions là-dessus. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ne dit pas tout, que ce soit dans un titre ou dans un texte, c'est mieux parce que le lecteur participe, son imagination à lui se met en branle. Son imagination démarre aussi. Et il y a aussi des romans, des récits où on dit tout de A à Z, il n'y a même pas à réfléchir, bon voilà, 1 égale 2, il va là, il fait ça, puis ça donne ça. Bon, c'est très bien, c'est autre chose. Mais dans un texte vraiment littéraire, plus on cache les choses, plus on crée une espèce de poésie d'interrogation qui fait que le lecteur
est pris d'une autre manière et son imagination se met en route. Alors, pour un titre particulièrement. Mais pour l'instant, le deuxième, j'ai pas trouvé. Donc je vais attendre qu'il vienne. L'humour de Benjamin faut-il le vôtre? Non, pas tout à fait, c'est un personnage. C'est-à-dire, il dit je, parce que lui se raconte. Et comprenez bien la différence. Je n'est pas moi. Hein? Je n'est pas moi. En partie, il n'est pas tout à fait moi. Donc, c'est un personnage qui se meut avec sa propre psychologie, sa manière de raconter les choses, avec cet humour qu'il a. Mais il y a l'auteur, moi je ne suis que l'auteur, j'allais dire, et Benjamin, lui, écrit son histoire. Différence. Il y avait aussi quelqu'un derrière qui... Moi, c'était le personnage de Pierrot, il vous est venu comment? Ah oui, il est venu comment? Il est venu, alors très précisément, parce qu'il ne faut pas croire que quand on écrit, on sait tout. On a des sensations à transmettre. On laisse faire les choses un peu. Je me souviens qu'il est venu, quand j'ai écrit cette phrase, je ne sais plus où c'était, et puis à un moment il dit, et puis le pire est arrivé. Et tout d'un coup, ce pire, ça a été un personnage. Et tout d'un coup, l'imagination s'est mise en route, recoupée avec des choses vues à droite, à gauche, et ça s'est construit très vite. C'est un peu venu comme ça de soi-même. Je ne me suis pas dit au départ, il va y avoir deux personnages. Non. Je suis parti, j'ai suivi Benjamin, j'ai laissé m'emmener où il voulait. Et puis à un moment, il m'a dit, et je vous assure que ça se passe comme ça. Vous êtes dans la rue, vous êtes dans le train, même la nuit, vous vous réveillez, vous avez une phrase qui arrive. Et puis le pire est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors vous notez, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle arrive comme ça, toute seule. Et puis tout d'un coup, ça se met en route. Il y a des scènes qui sont venues, certaines, comme ça. Vous réveillez la nuit, un personnage vous parle. Vous voulez dormir, non, il continue. Bon, bah, il a raison, alors il faut se lever, il faut aller au bureau. Allez, ok. Sinon, il ne vous laisse pas dormir. C'est assez curieux, c'est des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, hein, mais qu'il faut accepter. Il faut se laisser faire. C'est ce qu'on appelle l'inspiration, en fait. Ce qu'on appelle l'inspiration, c'est quelque chose qui vient tout seul. Enfin, qui vient tout seul parce qu'avant, en soi-même, on a beaucoup, beaucoup travaillé, réfléchi, ressenti, vécu, lu. Tout ça fait un énorme amalgame qui fait que les choses se mettent en place et arrivent. Donc cette inspiration vous envoie des cadeaux, je dirais un peu, des choses qui viennent toutes seules comme ça. Je vois sur le tome 2, ça fait des mois que je suis en train de le préparer. Ça y est, maintenant je suis en train de l'écrire. J'ai des scènes qui arrivent toutes seules de A à Z, presque rien n'a changé. Mais parce qu'il y a eu des mois avant de travail. Et quand ensuite tout ça se met sur le papier, après, il y a retravailler le tout pour lui donner une homogénéité. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'irrationnel, mais que ce soit en musique, en film, en peinture, en tout ce que vous voulez, dès que c'est artistique, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, qui ne sont pas « je vais faire ça comme ça, 1 et 1 égale 2, et ça fera ça ». Non, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, et on dit parfois que c'est souvent le meilleur qui vous échappe. Donc il ne faut pas le laisser partir. Vous avez peut-être tous éprouvé ça lors d'une rédaction, d'une dissertation, où tout d'un coup, sur un paragraphe, ça court tout seul, vous vous demandez d'où ça vient. Vous avez parlé des lectures. Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont influencé votre écriture et Ah oui, votre oui. style? Mais tout ce qu'on a lu, on ne sait plus. Un livre qui m'avait frappé il y a des années, qui s'appelle de Pergaud, La guerre des boutons. Pergaud, hein, que je vous recommande parce que c'est extraordinaire.
Là, les noms ne me viennent pas, mais c'est évident qu'on est très, très influencé par toutes ces lectures. L'important, c'est que tous ces maîtres qu'on a eus, tous ces grands écrivains, vous aient formé et qu'ensuite vous trouviez votre petite voix à vous, écrivain qui arrive, qui fait qu'on vous reconnaisse. Si c'est pour copier un autre, c'est pas la peine. Mais les noms ne viennent pas là, mais à moins que... J'avais noté qu'il n'y avait pas toute une liste. C'est quand il y a trop de noms, je bug. Il y en a tellement. Ah voilà. Par exemple, moi j'étais... Alors je vous dis, moi des auteurs, peut-être que vous ne connaîtrez pas tous les noms, mais des auteurs qui m'ont par exemple influencé. Marcel Pagnol, Albert Cohen, Bukowski, qui est un auteur américain, Proust, Solzhenitsyn, russe, Boris Vian, Céline, Stefan Zweig, Kundera, Bradbury, Ray Bradbury, américain, Robert Sabatier, Paul Léoto, François Mauriac, Romain Gary, Raymond Queneau, Jean Cocteau, Gilles Renard, Rilke, qui est allemand, Primo Levi, Alphonse Boudard, Dostoïevski, Tchekhov. Il y en aura peut-être d'autres, mais... Alors, je ne sais pas si j'ai éveillé des choses. Je ne sais pas, moi, ce que vous lisez ou ce que vous ne lisez pas. J'ai décroché avec votre génération, je ne sais plus où vous en êtes. D'ailleurs, pour être franc, j'étais tout à fait surpris qu'une éditrice pense que ça puisse plaire à des jeunes. J'étais tout à fait surpris. J'ai presque pas voulu. Parce que moi, je l'ai écrit, je pense pas jeune, ou vieux, ou âge moyen, on écrit un livre, et puis voilà, on propose. Et en fait, vu les ventes, on va dire, et les critiques qui sont parues, il y a eu cette surprise qui trace sa route quand même dans votre catégorie d'âge. Je suis très content, un peu surpris, mais au moins il existe là. Il est plus apprécié d'une certaine tranche d'âge d'adulte, mais quand même il trace sa route chez les 14-18 ans. Et d'autres questions? Si vous pouviez apporter des modifications à votre œuvre, quelles seraient-elles? Marrant, j'ai pensé dans le train cette question. Peut-être j'enlèverais 10 pages. Je resserrerais un peu certaines choses. On ne resserre jamais assez, c'est jamais assez concis. Pourtant ça a été fait, mais avec le recul, parce que je ne vous aurais pas dit ça il y a 1 an et demi, quand il est sorti, il ne fallait pas toucher un seul mot. Là, avec le recul, je me rends compte que oui, je pourrais resserrer un petit peu. Peut-être je ferais le personnage de Benjamin, peut-être, je ne suis pas sûr, un tout petit peu moins doué sur le plan des trouvailles verbales. Un petit peu moins, pas beaucoup moins, un petit peu moins. Il y a 2 genres de lecteurs. Il y en a qui m'ont dit, plus il y en a, mieux je me porte, les trouvailles verbales. Et d'autres qui ont dit, à un moment, il y en a trop, ça m'empêche presque de lire, parce que je suis obligé presque de m'arrêter à chaque phrase. À chaque fois, je suis surpris. Ouais, moi, je trouve que c'est bien d'être surpris sans arrêt, ou presque. Donc, ça pourrait être éventuellement, mais à peine moins. À peine moins. Il a sa manière de parler, il a son style, il a sa logique à lui, en cascade, comme ça, en raccourci. Et
Ce qui est le plus intéressant dans un roman, c'est le style. L'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'histoire d'ailleurs. On n'écrit pas un roman, enfin, quand on a des ambitions littéraires, on n'écrit pas un roman pour l'histoire. On écrit un roman pour avoir un regard sur les choses, poser un regard sur les choses. On s'aperçoit que plus les personnages sont vivants, moins il y a besoin d'histoire. Il y a certains romans où l'écrivain peut-être a moins de choses à dire, alors il va mettre des actions à toutes les pages pour que les gens tournent la page et qu'il y ait toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi je ferais presque l'inverse. Moins il se passe de choses, pour moi mieux c'est presque. Et d'ailleurs j'ai été surpris quand j'ai eu des retours de lecteurs, parce que j'en ai eu plein, qui m'ont dit c'est curieux, il n'y a pas d'histoire, mais on veut quand même tourner la page. Je me suis dit tiens, j'ai trouvé quelque chose. Mais il y en a que ça a gêné. Il y en a que ça a gêné le fait qu'il n'y ait pas une histoire bien solide, charpentée, qui commence à A, qui finit à Z, etc. Mais ça, moi, c'est pas mon problème. Mon problème n'est pas de plaire au public. Moi, je propose quelque chose. Le public, il prend pas. Ça le regarde. Mais moi, je n'ai pas à obéir au public. Je fais comme moi je sens. Et si j'ai la chance, comme je l'ai, qu'il y ait un certain nombre de milliers de lecteurs qui me suivent, ça va, je ne viens absolument pas plaire à tout le monde. C'est formidable déjà d'avoir... Parce que quand il y a 3000 livres de vendus, ça veut dire qu'en fait, c'est calculé, le livre passe de main en main, ça fait à peu près 10 000 lecteurs qui lisent le livre. Donc, pas 10 000, très bien 1000. Formidable. Puis je reçois des mails, des lettres, des SMS, des fois. Les gens sont... Il se passe quelque chose, donc ça va. Peut-être un jour, un des livres que je ferai va tout d'un coup faire 100 000, mais je vais... Ça ne dépendra pas de moi. Je ne vais pas me dire, faire du marketing et me dire comment on fait pour... D'ailleurs, tous ceux qui le font, ils se plantent presque. Hein, pour faire un livre qui rapporte beaucoup d'argent, qui fait 100 000. Moi, j'écris, je vous dis ma démarche à moi, hein, j'écris ce que j'ai à écrire, c'est proposé par l'éditeur, après le public, il fait ce qu'il fait. Et à propos du style, page 26, il y a un verbe que je répétais souvent, c'est et elle repartait sauf que de lui, et moi je repartais pour la pension, et mon père repartait nulle part. Ce verbe répété, quels ont été les effets cherchés en fait? Ils ont été Les effets cherchés. 26. Ah oui. Bah, je sais pas, ça se... Le rythme. Repartait. Même à l'oreille. Repartait, ça cogne. C'est repartir, c'est pas agréable de repartir. Donc, elle repartait s'occuper de lui. Et moi, je repartais pour la pension. Paix encore. Et mon père repartait nulle part. Donc on voit une famille qui... Trois éléments. Les trois éléments. Chacun va dans son coin. Ça se réunit pas. Et c'est pénible un peu. Et ça, on l'a dans le rythme. Mais je ne me suis pas dit, c'est une très bonne question, je ne me suis pas dit je vais faire un rythme qui fait que ça va être des consonnes, des P pour que ça... Non, non. Quand vous analysez ça, vous avez raison. Mais moi, quand je le fais, ça se fait de soi-même, par le senti. C'est après, je me dis, tiens, oui, effectivement, ça fait ce rythme-là. Mais moi, je pars d'une sensation un peu douloureuse, un peu... Parce que, faut vous dire que qu'est-ce qu'on fait pour créer des choses comme ça? On essaye de se mettre dans la peau des personnages. Un peu comme un comédien. Donc quand j'écris sur l'enfant, je suis l'enfant à l'intérieur. Je suis le père, je suis la mère.
comme un acteur qui change de rôle. Qu'est-ce que sentirait, qu'est-ce que sent le père à ce moment-là? Essayez vraiment d'être dans ça. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a envie de faire à ce moment-là? Et la mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc vous voyez, en fait, c'est du... Je travaille plus avec le ressenti, qui donne une forme après, avec des rythmes, etc. Vous voyez, qui vient assez naturellement comme ça, puis qui est retravaillé encore, mais qui sort assez vite comme ça. Parce que ce qui compte et ce qui va rester dans la tête des gens qui ont vraiment aimé ce livre, c'est la musique, un peu. La musique des mots, le rythme des mots, la musique qui crée des émotions, des sentiments. C'est ça, on me l'a dit, en plus c'est ça, un livre laisse ça. On s'était posé des questions sur la composition, hein, l'organisation du roman. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui voudraient poser, retrouver ça dans leur note, poser la question? Pourquoi vous avez commencé votre livre avec un genre de proverbe, la vie est... Ah oui, je venais d'avoir 11 ans, j'aurais tellement voulu que la vie soit rose et nue comme une fille. Je ne sais pas pourquoi. Ça, quand on me demande pourquoi vous avez fait ça, c'est toujours très difficile à répondre. Ce que je sais, c'est que il fallait d'entrée que la première page soit étonnante, sensible, et qu'on ait très vite le langage d'un personnage, qui est un langage métaphorique. Hein. Vous savez ce que c'est une métaphore, hein? Ils savent ce que c'est une métaphore, ouais. Rassurez-moi. Bon, qui est un langage métaphorique par image. Parce qu'il fallait tout de suite que le lecteur sache ça. Parce que si vous aimez mieux, les romans modernes, il ne passe pas son temps à expliquer, à prendre le lecteur par la main pour lui dire attention, je vais t'emmener là. Non, le roman moderne, il est direct. Hein, il est âpre. Il va droit au personnage, il va droit aux situations. Ce qui fait que le lecteur qui tombe qui cherche un livre, il tombe là-dessus, c'est très simple. Vraiment, en une page, il sait s'il prend ou pas. Et il y en a qui ont dit, ah non, moi je ne peux pas lire ça. Je ne retrouve pas le style classique, bien écrit, qui raconte tout, etc. Non. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Et il y en a qui ont dit, il faut absolument que je lise ce livre. Il y a eu les deux. Et moi, mon calcul, c'est d'être le plus près du personnage, de prévenir personne et d'y aller directement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pas sûr. Oui. Oui. Et puis en une phrase, on comprend que l'enfant, il a 11 ans, qu'il n'est pas heureux. En une phrase. J'aurais tellement voulu. C'est ce que j'ai dit à mon père, etc. Et après, ça va en escalade. Et la fin de ce raisonnement arrive, et on comprend tout quand il dit, à la page 13, alors mon père a demandé à ma mère de boire un liquide spécial qui vous fait disparaître avant même que vous existiez, mais ma mère n'en a bu que la moitié, parce qu'elle commençait à se dire que, même si c'était difficile la vie, il faudrait me garder, et qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre occasion de m'avoir moi, on n'est jamais sûr que la capote va se trouver. Elle a donc dit qu'elle avait des palpitations partout, mon père s'est affolé, il a dit on le garde, et il m'en a voulu, et c'est comme ça que moi, Benjamin Sasson, je suis né, voulu. Et là, vous avez compris dans quelle situation psychologique est l'enfant qui sait qu'il n'a pas été voulu, mais qu'on l'aime quand même, mais en même temps, il gêne. Il y a tout ça, et très vite, en 2-3 pages. Oui. Et vous, vous avez un bon souvenir de votre enfance? Ah, moi, c'est autre chose. Moi, c'est... moi, ça n'a aucune importance. Aucune. Ce qui compte, c'est le texte, c'est le personnage de Benjamin. Mais, quand même, pour pas tout à fait fuir votre
question. Je dirais que si j'avais été très heureux enfant, je ne serais pas là en ce moment. En gros. Même si je suis très bien d'être là. Enfin, je ne serais pas là quand même. Oui. Vous n'avez jamais fait lire Quand on a une vie heureuse, pourquoi être dans cette névrose artistique, ces sacrifices, ces luttes pour réussir, pour être écouté, pour être lu, cette solitude pour créer, quand on est très très bien, qu'on a une vie équilibrée, vous n'imaginez pas ce que c'est difficile et précaire là, la vie d'artiste. C'est pas ce que vous voyez à la télé, c'est pas ça du tout. Donc, pourquoi, si on est très bien, pourquoi se mettre à créer quelque chose qui va demander beaucoup, beaucoup d'investissement, mais psychique, à vous, et des sacrifices dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous écrivez, il n'y a rien d'autre qui compte. Ouais, c'est imbuvable pour les autres. Vous êtes dans votre bulle, et puis il faut que... Et puis en plus, ensuite, il faut proposer son texte, il faut recevoir les critiques, il faut un moteur spécial pour ça. Ce moteur, il vient, la plupart du temps, forcément, de manque, de frustration d'enfance, ou d'incompréhension, enfin de choses comme ça. Mais des gens très heureux, vraiment heureux, équilibrés, qui seraient artistes, il n'aura probablement pas grand-chose à dire. La preuve, quand on vous dit ça va, oui, ça va très bien, je sais bien. Et ça va bien, ça va très bien, je suis heureux, ça va. Vous pouvez même pas faire une page avec ça. Alors, Oui. vous pensez qu'il faut avoir une sorte de tristesse pour écrire enfin, il faut avoir un manque, vraiment? Pas forcément une tristesse, mais un manque, oui. Un manque ou un trop-plein, enfin quelque chose qui n'est pas résolu. Oui, sinon c'est pas possible de trouver l'inspiration, les forces, de créer quelque chose. On peut pas se dire, tiens, je vais créer comme je peux faire tel ou tel métier, non? C'est pareil dans tous les arts, hein, dans tous les... Moi, il m'arrive souvent de diriger des acteurs, je peux vous dire que c'est tous des névrosés. À côté, moi, je suis un enfant de cœur. Mais c'est parce que c'est ça. C'est parce qu'ils ont ces névroses qui sont quelque part mal avec eux-mêmes, qui créent quelque chose, qui veulent dépasser ça. Oui. Alors, si on a bien compris, vous pensez que la tristesse est une sorte de muse pour les artistes? Mais pas, non, c'est pas la tristesse forcément, vous dites la tristesse. On peut être très joyeux, hystérique, extraverti. C'est au fond, il y a une plaie qui suppure, au fond de soi. Soit on la recouvre, on la cicatrise, comme beaucoup de gens, hein, soit on n'arrive pas à la cicatriser, et à ce moment-là, il faut faire quelque chose, et l'art est un des moyens d'aider à cicatriser quelque chose que la vie ou ne vous a pas donné ou que vous n'avez pas capté dans la vie. Et ça correspond. Il y a toujours, oui, une plaie, mais une plaie n'entraîne pas forcément une tristesse, ça peut entraîner une colère, ça peut entraîner même une exubérance de vie, un excès. Mais c'est tout sauf l'équilibre, sauf la paix. Parce qu'en écrivant aussi, on réorganise le monde un peu avec son regard. On se donne un peu de paix. Enfin, c'est mon point de vue. Ce qui est dommage, c'est qu'on est arrivé à la fin du temps qui nous est imparti, mais on avait pensé à des questions aussi sur la composition du roman, et notamment sur l'organisation, ce qu'on n'a pas osé appeler des chapitres, Oui. hein, et que nous étions résolus à appeler des séquences, mais je vois qu'on n'est pas sorti. On pourrait juste avoir un petit mot là-dessus. Oui,
Moi j'aime bien le terme séquence. En fait, c'est organisé. Bon, évidemment, il y a un début, une fin. Bien sûr, il y a une résolution à la fin. C'est organisé de telle manière que le héros va de plus en plus vers cette relation avec Pierrot, et il va aussi de plus en plus vers un éveil de la sensualité. Pensez à la scène de la petite Anglaise, qui va de plus en plus vers la découverte, et puis après le drame de la fin. Mais c'est tout, sans plus. Le reste s'est fait un petit peu au senti, comme ça. Je ne pourrais pas l'expliquer d'une manière rationnelle. Vous voyez? C'est pas un puzzle où je me suis dit ça va là, ça je vais plutôt le mettre comme ça. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un côté séquence, parce que ça aurait pu être un autre montage, je dirais. Sauf qu'évidemment, il y a un début, et puis il y a la mort de Pierrot à la fin. Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'il est mort, Pierrot, à la fin? C'est une question que je pose, ça. Est-ce qu'il est mort, Pierrot, à la fin, pour vous? Je peux vous demander ceux pour qui il est mort, vous pouvez lever la main? Majorité quand même. Ouais. Ceux qui ont un doute? Ouais. Ah, ça s'équilibre. Hein. Bah, rendez-vous au prochain. Hein. Merci de votre écoute.